Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. Nous allons entrer dans des maisons hantées pour une collection d'histoires qu'on a vraiment terrifiantes et effrayantes. Alors installez-vous confortablement et laissez l'obscurité prendre le contrôle. Je vis dans un immeuble vieux de 50 ans, toujours réputé pour une étrange activité paranormale. Au fil des années, les histoires et les rencontres se sont accumulées, laissant de nombreux résidents, moi y compris, avec plus de questions que de réponses. L'une des plus anciennes et des plus tristes histoires de fantômes ici remonte à l'époque où j'avais environ 4 ou 5 ans. C'était Noël et les voisins organisaient un déjeuner. Parmi les invités, il y avait un jeune homme qui souffrait profondément du divorce de ses parents et sombrait dans la dépression. Pendant la réunion, il s'est excusé en disant qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, mais au lieu de cela, il s'est enfermé dans l'une des salles de bain. Personne n'a pu l'arrêter. Ce jour-là, je l'ai vraiment vu tomber, sa vie s'est terminée dans cette même maison. Tout le bâtiment porte encore le poids du chagrin de cet homme. Ma voisine qui était là n'a jamais oublié comment elle a manqué les signes, comment elle n'a pas compris la douleur qu'il cachait. Quelques mois plus tard, j'étais assis dans mon petit studio en train de regarder Digimon pendant que ma mère et ma grand-mère préparaient le dîner dans la cuisine à côté. Soudain, j'ai cru entendre une voix féminine appeler mon nom. J'ai mis la télévision en sourdine, voulant entendre clairement si ma mère m'appelait. Mais au lieu de voix, j'ai entendu un léger bourdonnement, doux et étrange, tout près. Au début, j'ai pensé que ça pouvait être un personnage de la série en train de fredonner, mais la télévision était en sourdine. À ce moment-là, j'ai réalisé que le bourdonnement ne venait pas des haut-parleurs de la télévision. Il venait d'à peine un demi-mètre de moi, là où il n'y avait rien d'autre que le vide. Pétrifié de peur, j'ai couru tremblant à la cuisine. Ma mère a vérifié la télévision et affirmé que tout était normal. 10 ans plus tard, les choses étranges se sont intensifiées. Les agents de sécurité de l'immeuble ont commencé à signaler l'apparition d'une silhouette blanche et fantomatique sortant du parking. Cette silhouette se tenait silencieusement devant les passants, parfois assise, d'autres fois s'élevant du sol et flottant vers le ciel. Les agents ont dit qu'elle paraissait presque désespérée, cherchant à attirer l'attention. Le phénomène a été filmé par les caméras de sécurité, mais les images ont été perdues lors de la mise à niveau du système. Les agents ont aussi raconté des histoires de perturbations nocturnes, des cris perçants brisant le silence, des sifflements glaçants flottant sur le parking. Ils vérifiaient à chaque recoin mais ne trouvaient ni enfant ni farceur. Et le sifflement, aussi étrange soit-il, semblait se déplacer d'un endroit à l'autre, donnant parfois l'impression de s'élever dans le ciel, lors des soirées sans vent. De nombreux habitants, moi y compris, ont entendu nos noms prononcés par des voix masculines et féminines désincarnées. Dans le sous-sol, une silhouette sombre et ombragée est apparue à plusieurs reprises, terrifiante. Ceux qui l'ont vue et moi-même avons vu une petite fille d'environ 4 à 7 ans courir dans le couloir. Elle porte une robe blanche et a de longs cheveux noirs. Fait étrange, aucun enfant de cet âge n'est jamais décédé dans notre immeuble, ce qui rend sa présence d'autant plus troublante. Se pourrait-il qu'elle soit d'avant la construction de l'édifice ? Mais la hantise la plus persistante s'est produite il y a quelques années, durant 2 mois entiers. Chaque nuit, précisément entre 3h10 et 3h43 du matin, mon chien me réveillait en aboyant frénétiquement devant la porte d'entrée. Il tremblait, terrifié, et refusait de bouger ou de se calmer. J'étais submergé par le travail du lycée, le manque de sommeil et maintenant cette terreur nocturne constante. J'ai appelé le gardien, pensant que le voisin était peut-être rentré ou avait bu. Il a nié tout trouble, mais a promis de rester vigilant. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être juste mon imagination ou que mon chien réagissait à un bruit inconnu. Mais ensuite, mon père et moi avons remarqué quelque chose de glaçant, juste avant que le chien ne commence à aboyer. Les lumières automatiques dans les couloirs clignotant comme si quelqu'un montait les escaliers, mais elles s'arrêtèrent toujours juste devant notre porte. Quand nous avons ouvert la porte et cherché, il n'y avait personne et rien du tout. Les chiens restaient figés sur le seuil, tremblants et aboyant contre quelque chose d'invisible. Pendant 6 semaines, ce cauchemar s'est répété chaque nuit.
Je ne pouvais pas le laisser dormir dans ma chambre car même là, les aboiements ne s'arrêtaient pas. Je devenais fou. J'ai crié dans l'obscurité, supplié ce qui nous hantait de laisser mon chien et moi tranquilles et prié pour que l'esprit tourmenté trouve enfin la paix. Et finalement, ça s'est arrêté. Quant à ma sœur, elle affirme avoir vu un jour le diable lui-même rôder dans les coins sombres du bâtiment. Je suis plutôt enclin à attribuer cela à une paralysie du sommeil, mais dans un endroit comme celui-ci, qui sait vraiment ce qui se cache dans l'ombre. Ma grand-mère vit dans une vieille maison à la campagne anglaise. Elle est grande, humide et silencieuse d'une manière que seules les vieilles maisons peuvent l'être. Ce lieu appartient à notre famille depuis des générations, et lors des vacances ou grands événements, nous nous y réunissions tous, parfois des dizaines. Des enfants courant dans le jardin, les adultes dans la cuisine, le bourdonnement habituel d'une grande réunion de famille. Mais même enfant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos de cette maison. Il y avait une règle tacite parmi nous, les enfants, ne pas se promener seuls dans la maison, surtout pas la nuit. Et si tu devais traverser un couloir, il ne fallait pas regarder de trop près dans les pièces, car tu pourrais voir quelque chose, avec le recul. Un couloir en particulier, étroit, reliait l'avant de la maison à la cuisine. À l'arrière, il servait aussi de buanderie, avec une vieille machine à laver et quelques étendoirs à linge. Au milieu de ce couloir, il y avait une tache d'ombre qui ne disparaissait jamais. Elle restait sombre. On l'a surnommée le point mort. Peu importe la lumière dehors, cette partie du sol restait toujours dans l'ombre. On n'en parlait pas car aucun de nous ne s'arrêtait dans le couloir. On traversait cet endroit en courant, priant et regardant droit devant, sans jamais regarder sur les côtés. Je n'ai jamais rien vu quand j'étais enfant, mais chaque fois que je passais par là, j'avais cette sensation étrange que si je tournais la tête au mauvais moment, je verrais quelque chose m'observer. Je n'ai découvert que des années plus tard ce qu'il y avait là autrefois. Mon père m'a dit qu'il avait construit une petite salle de bain dans ce couloir pour mes grands-parents, mais qu'elle n'avait jamais été utilisée, disait-il. Ce n'était pas la leur, quelque chose vivait déjà là. Je n'avais même pas réalisé que c'était une pièce pour moi. Ce n'était qu'un pan de mur pendant plus de 20 ans. 18 ans ont passé, ma famille a finalement quitté le Royaume-Uni et la vieille maison est restée principalement vide, à l'exception de mon oncle qui est resté comme gardien de ma grand-mère. Nous ne revenions que pour de grands événements familiaux comme cette année-là où mon père était venu aider à restaurer la maison. Le reste d'entre nous logeait ailleurs car c'était trop encombré et poussiéreux pour les enfants. Quelques jours après le début du voyage, mon père m'a appelé et m'a dit qu'il ne dormait pas. Une nuit, il s'est réveillé vers 3 heures du matin et a vu quelqu'un assis au bord de sa commode en train de le regarder. Il s'est dit que ce n'était qu'un effet de l'obscurité, mais cette sensation ne l'a pas quitté. Quand il en a parlé à mon oncle n'a même pas bronché. Ouais, c'est probablement encore là, je l'ai vu aussi. Ensuite, il a raconté à mon père des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Il a dit qu'il avait vu une petite fille courir dans le couloir à l'étage, toujours les mêmes cheveux foncés, le teint pâle, et elle courait droit dans le mur, en bas des escaliers. Ce mur, c'est là où se trouvait autrefois la porte d'entrée. Il a dit avoir vu un visage d'homme énorme et déformé flotter dans le salon, comme s'il était pressé à travers l'air. Des ombres mouvantes, alors qu'elles n'auraient pas dû, des chuchotements parfois dans la maison vide, sauf lui et notre grand-mère fragile. Il a dit à mon père qu'il purifiait la maison chaque semaine pour la rendre supportable, mais cette fois, il avait oublié. Quand nous avons rendu visite pendant ce voyage, je l'ai ressenti dès que nous avons franchi le seuil, comme une lourdeur dans l'air. Mon père nous lançait sans cesse des regards nerveux et ne voulait pas que quelqu'un reste seul dans une pièce trop longtemps. À un moment donné, mon oncle nous montrait les rénovations du grenier. Nous avons chacun notre tour passé la tête par la trappe étroite. Et quand ce fut mon tour, j'ai grimpé à l'échelle, j'ai passé la tête à travers, et puis je me suis figé. Je n'ai rien vu être frappé directement, mais j'ai senti quelque chose derrière moi. Je n'avais pas besoin de le voir pour savoir que c'était accroupi derrière ma tête. En regardant, quelque chose en moi a hurlé de ne pas me retourner, et que ça me voulait. Et les poils de mes bras se sont hérissés, ma gorge s'est serrée, et je ne pouvais même pas cligner des yeux. Je suis descendu lentement de l'échelle en tentant d'avoir l'air normal, mais ma sœur a vu que quelque chose clochait.
Plus tard, elle m'a dit que, dans la chambre de ma grand-mère, elle l'avait senti nous observer avec colère. Ce jour-là, nous avons écourté la visite. Nous étions tous tendus et épuisés, mais mon père est resté, a-t-il dit. Il a mal dormi le reste du voyage. Il a dit, il y avait quelque chose dans cette maison et ça savait quand tu étais seul, et c'est à ce moment-là que ça s'en prenait à toi. C'était ma première peur à l'université. Sandy Point, dans le Maine, une petite ville près de Bucksport. Je rendais visite à mes parents le week-end car je logeais en dortoir à l'école. Pour situer la maison, il y avait un petit motel inquiétant sur une colline. De l'autre côté de la route, il fallait prendre 2 virages serrés à droite, d'abord sur leur route puis sur leur allée. La maison était vraiment ancienne, elle était peinte en jaune et il y avait des pommiers dans le jardin. D'abord, je dois dire que Sandy Point était l'une des villes les plus effrayantes où je sois allé. L'ambiance y était étrange. Que ce soit jour ou nuit, on ne voyait jamais personne. J'avais l'habitude de me promener à différents moments de la journée, je n'ai jamais vu personne. J'ai toujours trouvé ça étrange. Donc, pour entrer dans la maison, on monte les marches et on arrive directement dans la salle à manger. Tous les sols étaient en bois très ancien. Juste en face, il y avait la cuisine, à droite il y avait les escaliers qui montaient à l'étage, et le salon était aussi à droite. La porte du sous-sol en terre battue était dans la cuisine, donc ma mère et moi n'aimions pas y aller. On ressentait toujours une étrange impression, comme si on était observé. Personnellement, je n'ai jamais aimé le salon, il ne me mettait pas à l'aise. La seule personne qui semblait s'y sentir bien, c'était mon père. D'accord, donc le soir, je préparais toujours mes vêtements pour le lendemain, tous ensemble sur une chaise dans ma chambre, quand je me réveillais le lendemain matin. Ils étaient éparpillés partout dans la maison et je devais tout chercher. J'entendais des pas dans le couloir la nuit, je les entendais monter les marches. Ils descendaient vers le couloir devant ma chambre, allant vers celle de mes parents, revenant vers la mienne, puis s'arrêtaient. Je disais bonjour car je reste souvent éveillé très tard, puis je n'entendais plus rien. Je me réveillais le matin et je devais partir à la chasse au trésor pour retrouver mes vêtements. Ma mère a toujours été mal à l'aise dans cet endroit. Ce qui m'a vraiment convaincu qu'il se passait quelque chose, c'est quand c'est arrivé à mon père. Ça s'est passé pendant que j'étais à l'école en semaine. C'est quelqu'un de totalement sceptique. Il m'a dit qu'il était resté un jour à la maison, ne se sentant pas bien. Allongé, il s'est réveillé en entendant quelqu'un monter les escaliers dehors. Il a entendu la porte s'ouvrir et quelqu'un entrer, pensant que c'était ma mère qui rentrait du travail. Il a appelé, mais n'a eu aucune réponse. C'est alors qu'il a entendu des pas dans la salle à manger. Il était déjà levé et a encore appelé ma mère. Rien. Juste au moment où il est arrivé en haut des escaliers, il a vu un homme entrer dans le salon. Mon père est quelqu'un qui ne plaisante pas avec des choses comme l'effraction. Il a pris son arme dans leur chambre, est descendu et a menacé l'intrus de partir ou de se faire tirer dessus. Sans réponse. Alors il a fouillé toute la maison, il a regardé partout, dans toutes les pièces, le sous-sol, dehors, partout, il n'y avait personne. L'homme qu'il a vu portait une salopette et des bottes. Il n'a vu que le dos de l'homme quand il est entré dans le salon. Ils ont déménagé à Bangor peu de temps après, ce qui m'a rendu heureux. J'ai d'autres histoires, mais ce sera pour une autre fois. Pendant mon adolescence, j'ai eu plusieurs expériences dans 2 colocations où j'ai vécu pendant l'université. La première maison était une mitoyenne standard avec sous-sol. Évidemment, nous avons exploré le sous-sol le premier jour où nous avons emménagé, où nous avons trouvé cette maquette de la maison faite d'allumettes qui avait été assemblée. Ainsi que de vieux articles de journaux des années 70, nous n'y avons pas prêté attention, mais l'activité a explosé. Des silhouettes d'ombre. La disposition de la maison faisait que vous entriez et aviez 2 pièces de chaque côté du couloir en avançant. Il y avait une cuisine et à travers la cuisine se trouvait le salon. On pouvait voir le salon depuis la porte d'entrée. Nous avons tous vu des silhouettes bouger dans ce salon tout le temps. La porte du sous-sol s'ouvrait toute seule et la lumière s'allumait. Toutes nos chambres étaient fermées à clé. Ma colocataire dans la chambre du bas rentrait souvent chez elle pour trouver tous ses tiroirs ouverts. Tous les placards de la cuisine s'ouvraient aussi de façon aléatoire. Nous étions 3 à l'étage. Presque chaque nuit, nous entendions de lourds pas et des courses, pensant toujours que c'était l'un de nous. Après quelques mois, nous nous sommes demandé et avons réalisé que ce n'était aucun de nous.
Il arrivait aussi parfois que quelque chose frappe violemment mon radiateur de l'autre côté de la pièce. C'était tellement fort que ça me réveillait en plein sommeil profond. En deuxième année, notre groupe est resté uni, mais ces expériences ont suffi. Alors on s'est tiré de cette maison et on a déménagé dans une autre, pensant que ce serait mieux, mais ça ne l'était pas. C'était encore pire dans cette maison. On a de nouveau entendu des pas dans le couloir à l'étage. Il y a eu un incident dans la salle de bain à l'étage où, une nuit, j'étais aux toilettes et j'ai entendu quelqu'un essayer la poignée de la porte. Et il y avait des ricanements. J'ai crié pensant que mes colocataires me faisaient une blague, mais la poignée a secoué plus fort et agressivement. Je me suis levé d'un bond, j'ai ouvert la porte et il faisait complètement noir, tout le monde dormait profondément. J'avais une étagère dans ma chambre et la nuit, des objets tombaient sans raison. J'ai vérifié les fixations et elle était parfaitement droite. Même si tu claquais les portes et les fenêtres, les objets ne bougeaient pas. Mais ça continuait d'arriver. Une nuit, alors que je m'endors, j'entends une forte expiration dans mon oreille, si intense que je sens le souffle. Je me suis retourné et j'ai vu une silhouette humaine près de mon lit qui a aussitôt disparu. Mes colocataires entendaient aussi des voix en bas, ils entendaient un peu des bavardages dans la pièce la nuit. Ils croyaient que c'était nous et envoyaient un message au groupe, demandant à tous de faire moins de bruit. Mais ce n'était jamais aucun d'entre nous. Nous étions tous soit sortis, soit endormis dans nos lits, ce qui rendait tout cela encore plus effrayant. Et si on descendait pour vérifier, il n'y avait jamais personne. Nous voyions aussi des ombres filer dans le salon. Un soir, alors que nous regardions tous la télé ensemble, nous avons vu une silhouette filer dans le couloir en direction du jardin. Impossible de m'asseoir ou de rester debout sans avoir le dos collé au mur dans cette pièce. Et il y avait aussi les robinets, dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Mais l'une des choses les plus effrayantes, c'était les robinets dans la salle de bain du rez-de-chaussée, la salle de bain à l'étage et la cuisine. Ils s'ouvraient tout seuls, sans raison. J'ai finalement déménagé dans une autre maison lors de ma 3e année et tout s'est arrêté. Certains membres du groupe ayant des stages, nous nous sommes séparés. L'une de mes colocataires est restée dans la maison avec de nouveaux locataires. Je suis allé rendre visite, mais la maison me mettait toujours mal à l'aise. L'homme qui a pris ma chambre a vécu exactement la même expérience que moi, et tous les autres ont aussi eu la leur. Je pense souvent au nombre de personnes qui ont vécu là depuis, et si elles ont pu avoir une expérience similaire à la nôtre. Ma femme, qui avait 36 ans, et moi-même avons acheté notre maison il y a un peu plus de 3 ans. C'est une maison modeste de 30 ans dans un quartier calme, ni isolée ni particulièrement ancienne, et pas le genre d'endroit où l'on attend des choses étranges. La nuit dernière, ma femme m'a avoué quelque chose qui m'a vraiment effrayé après l'avoir gardé secret 3 ans. Pas parce qu'elle cachait ou exagérait quoi que ce soit, au contraire. C'est la personne la plus terre-à-terre que je connaisse, d'une rationalité extrême. Si elle entend un grincement étrange, elle cherchera d'abord des explications liées à la plomberie ou à la structure avant de penser aux fantômes. Alors quand elle a commencé à trembler et à pleurer en me parlant, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle m'a dit qu'elle entendait des choses dans la maison presque depuis le début, mais qu'elle n'y prêtait pas attention. Au début, c'était le grenier, elle entendait des pas ou quelque chose de lourd qu'on traînait ou qu'on laissait tomber. Rien de régulier, juste de temps en temps, disait-elle. Ça a commencé de façon si subtile et si rare qu'elle s'est convaincue que c'était la maison qui travaillait ou des ratons laveurs sur le toit. Mais dernièrement, les bruits se produisent de plus souvent et ils ont changé. Elle entend maintenant des bruits dans d'autres parties de la maison aussi. Des coups sourds clairs dans l'escalier, juste 2 ou 3 pas lourds et délibérés, comme si quelqu'un voulait être remarqué mais pas vu. Elle les a entendus seule dans le salon, de jour comme de nuit, cela n'a pas d'importance. Puis il y a le soupir, a-t-elle dit. Elle l'a entendu plusieurs fois maintenant. Une forte expiration impossible à confondre, toujours tout près. C'est le genre de soupir qu'une personne pousse en s'asseyant après une longue journée, et elle l'a décrit comme venant juste derrière elle, à 1 ou 2 mètres de distance. Et toujours quand elle est seule, elle n'entend jamais ce bruit. Quand je suis à la maison ou réveillé, seulement quand je dors ou quand je suis parti, c'est cette partie qui m'a le plus touché. Elle m'a dit qu'elle avait vite remarqué ce schéma. Si je travaillais tard ou si elle regardait la télé après que je me couche, alors ça commençait.
Les bruits de pas, le soupir, le bruit dans le grenier, mais jamais quand je suis là. Quand elle m'a raconté ça, elle était assise au bord du lit, les mains serrées sur ses genoux, elle tremblait un peu et pleurait doucement. Et je suis juste resté là, stupéfait. Je n'ai jamais rien vécu de tel dans cette maison, pas un bruit. Elle m'a demandé si je pensais qu'elle était folle. Je lui ai répondu non, je la croyais. Elle n'est pas du genre à s'effrayer, au contraire, elle m'a toujours calmé quand j'étais anxieux ou inquiet. Mais cette fois, c'était différent. Elle semblait porter cette peur en silence depuis des années, devenue désormais trop forte pour être ignorée. Il y a aussi autre chose, et peut-être que ça ne veut rien dire, mais j'ai fait ce cauchemar récurrent depuis plusieurs années maintenant. Tous les quelques mois, je fais ce même rêve, où je suis poursuivi par quelque chose de sombre et d'écrasant. Ce n'est pas un monstre ni une personne, juste cette énergie sombre et écrasante qui veut m'attraper, moi ou mes proches, dans le rêve. J'essaie de le repousser en récitant des textes religieux, des prières, tout ce qui me vient à l'esprit, mais je n'arrive pas à prononcer les mots. C'est comme si quelque chose m'empêchait physiquement de parler. Je me réveille toujours juste au moment où ça va m'attraper, haletant, terrifié et trempé de sueur. Je n'ai jamais fait le lien avec quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Peut-être que ce n'est que du stress, peut-être que ce n'est qu'un rêve. Mais quand j'en ai parlé à ma femme après nos discussions, elle s'est figée. Elle n'a rien dit pendant un long moment et elle m'a juste tenu la main. Elle m'a demandé de ne pas la laisser seule à la maison pendant un moment. Hier soir, j'ai travaillé tard, rentré vers 2 heures du matin et elle est restée regarder la télévision, sur le canapé, dans le salon. Le dossier du canapé fait face à un mur et de l'autre côté de ce mur se trouve le couloir qui mène aux escaliers et à la porte d'entrée. À un moment donné, elle a entendu un bruit venant du couloir. Pas seulement un choc ou un grincement, mais un bruit rythmique, presque des gémissements et des grognements qui se répétaient encore et encore, bas et guttural. Elle a dit que cela a duré plusieurs minutes, suffisamment longtemps pour qu'elle ait le temps d'envisager d'aller vérifier, mais elle ne l'a pas fait. Elle avait peur, oui, mais elle a aussi dit quelque chose qui m'était resté en tête. Je ne voulais pas lui accorder d'attention. J'avais l'impression que ça ne ferait que le nourrir. Alors elle est restée immobile, elle n'a pas mis la télé en pause ni ne s'est retournée. Elle a simplement attendu et finalement le bruit s'est arrêté. Elle n'a plus rien entendu d'autre. Après ça, je suis rentré à la maison environ une demi-heure plus tard et elle était toujours réveillée, recroquevillée, le dos contre le mur. Elle avait l'air épuisée quand elle m'a raconté ce qui s'était passé. Je lui ai demandé si elle avait pensé à enregistrer, mais elle a secoué la tête. Elle n'y a même pas pensé sur le moment. C'était comme si son cerveau était en mode survie. Nous ne savons pas quoi en penser tous les deux. Je ne suis pas sûr que le rêve et le bruit soient rentoyés. Je ne comprends pas pourquoi cette chose, quoi que ce soit, ne se manifeste que lorsque je ne suis pas là ou que je suis inconscient. J'essaie sans cesse de trouver une explication logique. J'ai vérifié le grenier, l'espace de l'équipage, les conduits d'aération. J'ai même veillé tard dans le salon une nuit en faisant semblant de dormir sur le canapé, mais il ne s'est rien passé. Ça ne se manifeste que lorsqu'elle est seule et vulnérable. J'ai lu que des entités sont attirées par la vulnérabilité, la peur, le chagrin, l'isolement, mais elle n'est rien de tout cela. Elle est heureuse, nous le sommes aussi. Je veux dire, on a eu nos hauts et nos bas comme n'importe quel couple, mais rien de traumatisant. Mais malgré tout, quelque chose ne va pas. Je pense à installer un capteur audio ou de mouvement, peut-être même une caméra de sécurité à l'intérieur, juste pour voir si on peut capter quelque chose. Je vous informerai si la situation empire ou si l'un de vous a connu cela. Quelque chose qui se cache devant une personne et ne se montre que lorsque l'autre est parti, j'aimerais beaucoup en entendre parler. Quelle que soit cette chose, elle a vite appris nos habitudes, et elle sait quand nous ne la surveillons pas. Quand j'ai emménagé dans ma maison actuelle, j'avais environ 20 ans, c'était en 2005. La maison en elle-même n'était pas du tout effrayante en apparence, juste une de ces maisons de banlieue génériques, construites à la fin des années 80, un peu démodées, mais rien d'inhabituel. Nous n'avons eu aucune mauvaise impression en entrant. Honnêtement, ma seule vraie plainte concernait la laideur de notre porte d'entrée. Elle était de cette couleur jaune pâle délavée, avec une poignée en laiton qui avait connu des jours meilleurs, peut-être dans les années 70. Le pire, c'est que le mécanisme de verrouillage était totalement cassé. On pouvait tourner la poignée de porte dans n'importe quelle direction, encore, et ça n'ouvrait même pas la porte. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un dessin animé burlesque.
Nous n'avions ni l'argent ni les outils à l'époque pour le remplacer complètement, alors nous avons simplement retiré le mécanisme cassé et l'avons laissé comme ça. C'était juste une porte à pousser-tirer. Pour entrer ou sortir, il fallait tirer, pousser ou claquer la porte. C'était bancal, mais ça fonctionnait. Un soir, en montant à l'étage, quelque chose a attiré mon attention. La poignée de porte tournait, et je ne parle pas d'un léger mouvement, comme si quelque chose s'ajustait ou que le vent soufflait. Elle tournait de façon délibérée et continue, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte de l'autre côté, sauf que ce n'était pas possible. Nous avions retiré le mécanisme et la poignée tournait complètement dans le vide. Il n'y avait aucun moyen pour qu'elle bouge à moins que quelqu'un ne la tourne physiquement. Je me suis dit que ça devait être l'un de mes parents ou mon frère qui s'amusait, alors j'ai ouvert la porte, mais il n'y avait personne. Je me souviens être resté là un instant, perplexe. La lumière du porche était allumée et la cour était vide, pas une voiture, pas une personne, même pas une brise. J'ai essayé d'oublier et j'ai refermé la porte. Je venais à peine de remonter les escaliers. Quand c'est arrivé de nouveau, la poignée de porte s'est mise à tourner, comme avant, de façon régulière, contrôlée, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Je l'ai ouverte à nouveau, mais il n'y avait toujours rien. Cette fois, je suis juste resté là à la regarder, essayant de comprendre ce qui se passait. Mon cerveau était en train de réfléchir quand quelque chose a frappé la porte de l'extérieur avec une force folle. Elle ne s'est pas simplement ouverte brusquement, elle a été arrachée de ses gonds, toute la porte a volé à l'intérieur comme si elle avait été défoncée par un joueur de football américain. Le bord de la porte m'a frappé directement au visage, projetant ma tête contre l'angle du couloir, et j'ai perdu connaissance sur le coup. Je me suis réveillé à l'hôpital avec une grave commotion cérébrale et une profonde entaille sur le cuir chevelu nécessitant des points de suture. Quand mes parents ont demandé ce qui s'était passé, j'ai menti et je leur ai dit que j'avais glissé en essayant de fermer la porte et que je m'étais cogné la tête. Je savais qu'ils ne croiraient jamais ce qui s'était vraiment passé. J'avais du mal à y croire. Nous avons remplacé tout le cadre, la porte et le reste. On a toujours la nouvelle aujourd'hui, et rien de semblable n'est arrivé depuis. Je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Quelques années plus tard, vers 12 ans, mon petit frère et moi avons passé une nuit blanche dans le bureau, une pièce de la maison avec un ordinateur et un canapé. Vers 3 heures du matin, tout le monde dormait pendant que nous regardions des vidéos stupides sur YouTube. C'est là qu'on a entendu ding-ding une cloche, pas n'importe laquelle, mais celle d'un tricycle. Tu sais, les petites en métal que les enfants font sonner avec leurs pouces, ce dingue distinct et joyeux qui, laisse-moi te dire, est sacrément flippant quand tu l'entends. Dans une maison silencieuse au beau milieu de la nuit, on s'est figé, on s'est regardé les yeux écarquillés. Le bureau était à l'arrière de la maison et le bruit venait de quelque part près de la cuisine. Nous étions les seuls réveillés. Évidemment, on a fait ce que n'importe quel gamin idiot ferait. On a pris des lampes de poche et on a fouillé la maison. Chaque pièce, chaque placard, sous les lits, rien. On a essayé d'en rire, mais on a eu du mal à dormir cette nuit-là, et la nuit suivante, c'est arrivé de nouveau. Cette fois, j'étais seul au bureau à faire défiler YouTube, mon frère étant déjà couché. Et c'était exactement le même son de cloche, mais cette fois, plus proche, comme si ça venait du couloir juste devant le bureau. J'ai failli sauter de ma peau, j'ai attrapé la seule chose que j'avais près de moi, un lourd verre en cristal, et j'ai rampé à travers la maison, comme un personnage de jeu vidéo sous-équipé. Je transpirais et j'essayais de ne pas faire de bruit. Et quand je suis arrivé dans la cuisine, je me suis arrêté net. Parce que là, roulant lentement sur le sol, il y avait mon vieux tricycle, le même que j'utilisais quand j'avais environ 8 ans. Il était rouge avec le petit siège blanc et la sonnette chromée sur le guidon. Je te jure qu'on l'a vendu lors d'un vide-grenier avant même de déménager ici. Il a juste roulé sur le sol. C'était comme si quelqu'un lui avait donné une légère poussée et il s'est simplement déplacé. Mais il n'y avait personne, aucun bruit et aucune explication sur la façon dont il est arrivé ici. Et oui, il a sonné la cloche. Ce n'était pas dans ma tête. Je l'ai entendu 2 fois. Comme la nuit précédente, on a toujours cette fichue chose. Personne ne sait d'où il vient, ni comment il est revenu. Il est juste là, posé dans le garage. Personne ne l'a touché. Il y a quelques années, j'ai tout avoué à ma mère. Je pensais qu'elle rirait ou dirait que j'avais tout inventé, mais elle m'a alors confié quelque chose. Elle aussi avait vécu une expérience avec cette porte d'entrée, exactement la même chose. La poignée qui tourne, rien de l'autre côté, c'est ce qu'elle m'a dit.
Elle est partie rapidement et ne l'a jamais rouverte. C'était il y a des années, à une époque où elle n'en parlait pas. Ensuite, elle et mon oncle m'ont parlé des autres choses étranges qu'ils avaient revécues, non seulement dans notre maison, mais aussi bien avant. Il s'avère que l'ex de ma mère était amérindien, et qu'elle traînait sur des sites funéraires avec lui quand elle était plus jeune. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais il était évident qu'elle portait de lourds bagages paranormaux. Quelque chose la suivait, ou s'accrochait à elle, peu importe quoi. Elle n'aimait pas en parler, mais une fois qu'elle commençait, de plus en plus d'histoires ressortaient, certaines qui s'étaient passées dans la maison. Je ne sais pas si quelque chose est venu avec nous, ou était déjà là dans cet endroit. Mais après l'incident du tricycle, après que la porte a failli m'arracher la tête, je n'ai plus besoin d'être convaincu. En 2014, la mère d'un ami à moi habitait à Williamsburg. Elle avait acheté une maison vraiment ancienne et se plaignait d'entendre des bruits et de vivre des expériences étranges à l'intérieur. Elle affirmait entendre le rire d'un enfant dans le grenier chaque nuit. Lorsqu'elle lançait un ballon de plage gonflable, il revenait vers elle. Elle disait aussi qu'il y avait une pièce dans la maison avec un miroir et qu'elle semblait toujours avoir entre 10 et 20 degrés de moins. Un soir, mon ami et moi avons décidé de chasser les fantômes. On a juste pris un de ces vieux appareils photo qui prenait loin des photos et ensuite une petite image apparaissait sur l'écran. Nous sommes allés à la base du grenier et avons essayé le ballon de plage. Il est bien descendu, mais aucun rire n'a été entendu. En regardant la pente de la maison, il n'y a aucune raison pour que le ballon roule vers les escaliers, il roulerait dans l'autre sens, donc c'était étrange. Nous sommes ensuite allés dans la chambre froide. Il n'y avait qu'un miroir à l'intérieur, pas de lumière, de table, rien, et il faisait très froid. Nous avons pris une vingtaine de photos dans le noir sans flash, sans rien voir sur les images, puis terminé la nuit après environ 40 minutes dans la pièce. Le lendemain, mon ami a dit qu'il avait allumé l'appareil photo pour revoir les photos et il m'en a envoyé une. C'était la première photo qui est apparue et quand je l'ai vue, j'ai remarqué qu'au milieu de la pièce sombre, il y avait une forme floue et ombragée. Ça ressemblait un peu à une silhouette assise ou accroupie autour. Est-ce que ce sont ces étranges taches lumineuses qui ressemblaient presque à de petites flammes vacillantes ou à des bougies sur une minuscule table ? Certaines personnes disent qu'elles voient aussi un visage de chien là-dedans. Honnêtement, ça m'a donné des frissons quand je l'ai vu, vraiment flippant, surtout en sachant que la pièce était glaciale et qu'il n'y avait que ce vieux miroir. Pour moi, ça ressemblait à un démon avec une sorte d'effigie en feu. Certaines personnes disent qu'elles voient un chien d'une certaine sorte. Depuis que j'ai eu 9 ans, j'ai toujours eu des sensations étranges et des expériences bizarres dans la maison où je vis avec ma famille. J'ai vu quelques silhouettes d'ombre et 2 éternes très détaillés. J'en ai vu beaucoup au cours des 19 dernières années passées à la maison. L'une d'elles a environ 5 ans, je dirais. C'est une silhouette très blanche, brumeuse, avec des cheveux courts et bouclés, portant une longue robe à l'ancienne. Elle semble innocente et n'a causé aucun trouble ni problème dans la famille. Ma sœur et moi l'avons toutes les 2 vue. Quelques-unes de mes amies, ainsi que des amis de ma sœur et de ma mère, ont vu la silhouette mais ne l'ont pas vue très clairement. Contrairement à nous, aucun des hommes de la maison ne l'a vue, même pas ceux qui sont restés dormir ou qui sont souvent là. C'est un peu étrange, non ? L'autre silhouette est celle d'un homme très grand et large, portant seulement un haut de forme, qui fixe du regard. Mon ex-petit ami l'a vu une fois quand il était resté dormir. À ce moment-là, mon frère n'était pas là. Et mon ex se dirigeait vers ma chambre et a dit « Hé Jean ». J'ai répondu « Pourquoi tu me dis bonjour ?» Il a dit « Non, je dis bonjour à Jean ». Je lui ai dit qu'il n'était pas là et mon ex a paniqué. Il a décrit exactement ce que j'avais vu, sauf le haut de forme. Le couloir vers ma chambre était aussi sombre, donc il n'a perçu que la silhouette. À part mon ex, seul moi l'ai vu. Je l'ai aperçu à 8 ans, puis à 12, et maintenant à 21 ans. Je le vois encore de temps en temps au cours de l'année, mais il y a eu 2 ans où je ne l'ai pas vu du tout. Maintenant que vous avez un peu de contexte, entrons dans le vif du sujet. Hier matin, ma mère m'a réveillé pour me parler d'un rêve qu'elle avait fait. Elle était allongée sur le dos et ne voyait aucun esprit ou fantôme au-dessus d'elle. Elle sentait comme une pression sur la poitrine et les bras. Elle était terrifiée, pleinement consciente de son environnement, sentant qu'une présence malveillante tentait de l'atteindre.
Elle ne pouvait pas parler, complètement stupéfaite, et quand elle a enfin pu, elle a crié « Non, va-t'en, tu n'es pas le bienvenu ». Mon père a dû la réveiller plus de 6 fois cette nuit-là parce qu'elle faisait sans cesse ce rêve. C'était différent à chaque fois, mais le rêve continuait de se répéter. C'est là que tout est devenu étrange. Quand mon frère vivait encore à la maison, sa petite amie a fait une paralysie du sommeil en dormant chez nous. Elle était terrifiée et s'est réveillée en pleurant, vraiment effrayée et apeurée. Elle dormait du côté extérieur du lit et mon frère était près du mur. Elle a vu une fillette aux cheveux bouclés et à la longue robe, mais au visage dément. Elle a dit que la fille l'a fixée simplement par-dessus le bord du lit. Elle n'a rien dit, mais elle a senti que la fille était contrariée et en colère, pas accueillante. Elle a ressenti une énergie négative et resté pleinement consciente de son environnement. Elle a tenté de réveiller mon frère, mais s'étouffait et émettait des bruits étranges. Les bruits ont réveillé mon frère, qui l'a aussi réveillé. Ce matin, j'ai raconté à ma mère devant la cuisine que j'avais encore vu la petite fille là-bas. La nuit précédente, il était tard, tout le monde dormait. Je grignotais en cachette et je l'ai regardée un instant, elle m'a regardé aussi. Puis j'ai cligné des yeux et elle avait disparu. Alors que je raconte cela à ma mère, mon frère et sa copine entendent et expliquent ce qui s'est passé. C'est étrange car aucune femme de la maison n'a jamais ressenti d'énergie négative de cette petite fille. On pensait que c'était possible qu'elle soit jalouse, que mon frère ait une fille dans sa chambre, je ne sais pas. Donc après que maman m'a parlé de son rêve hier matin, j'étais là, genre, c'est bizarre, mais aussi carrément flippant. Donc la journée passe et je vais me coucher ce soir-là pour toute la nuit. J'ai eu des expériences similaires à celles de ma mère, une paralysie du sommeil totale qui m'a semblé durer des heures. Je ne pouvais rien voir, mais je sentais l'énergie venir de mon placard. Mais dans le rêve, je ne pouvais pas voir à l'intérieur du placard comme d'habitude. Au milieu de la nuit, il faisait complètement noir, j'étais convaincu que quelque chose était là, en train de m'observer. J'ai essayé de ne pas le regarder, mais c'était comme si mes yeux étaient forcés de le fixer tout le temps. Finalement, mon attention s'est portée vers le bout du lit, où j'ai cru voir quelque chose se dresser au-dessus. Je secouais la tête d'un côté à l'autre, mais je ressentais tellement de pression sur le reste de mon corps. J'avais tellement peur. Je continuais à fermer les yeux et à secouer la tête, en espérant que ça s'arrêterait et que je me réveillerais en réalisant que ce n'était qu'un rêve. J'ai fait ça pendant ce qui m'a semblé être des heures, jusqu'à ce que je me réveille enfin pour de bon et que je ne me rendorme pas. J'étais terrifié. J'ai eu d'autres expériences où j'ai eu une paralysie du sommeil et j'avais l'impression que quelqu'un tirait légèrement sur mes cheveux, ou que je sentais des mains sur les miennes ou sur d'autres parties de mon corps, ainsi que sur mes jambes et mes pieds. Je n'ai jamais eu une paralysie du sommeil aussi forte que cette nuit-là. Ma maison a au moins 40 ans, mais reste jolie, pas vraiment ancienne. J'ai essayé de faire des recherches sur la région, mais je n'ai rien pu trouver sur l'endroit, ni même sur la ville où je vis. Je dois dire que je ne suis pas un vrai croyant en Jésus ou en Dieu, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose après la mort. Je crois au paranormal, mais je n'ai jamais rencontré quelque chose que je pense être démoniaque ou angélique, mais je n'ai jamais cherché à obtenir ce genre de validation du domaine. Cependant, je crois qu'il existe des entités malveillantes et je crois aux attachements, mais c'est toujours un combat dans ma tête. Donc je suppose que ma question est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu une expérience similaire avec sa famille et ses amis? Qu'avez-vous fait depuis? Avez-vous simplement ignoré cela et cela ne s'est plus reproduit, ou bien avez-vous posé des limites, fixé des intentions et fait des purifications? Et si vous vivez des choses comme ça, quel est votre point de vue en ce qui concerne la croyance? J'ai regardé et écouté beaucoup de choses paranormales au cours des 7 dernières années. Ça m'intéresse vraiment, mais je n'ai eu des expériences qu'à la maison. J'aimerais avoir vos avis, conseils et commentaires. Cela s'est passé dans la grande ville de Brisbane, dans l'État du Queensland, en Australie, au début des années 2000. Je vais commencer par dire que, jusqu'à ce que j'entende ce récit de la part de personnes proches de moi, je pensais que le paranormal ou le surnaturel pouvait éventuellement exister, mais j'avais encore besoin d'être convaincu, même après que tout cela soit sorti. Je suis à 100% un croyant. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est ainsi qu'elle m'a été racontée par mon meilleur ami, mon ami Wayne, qui à l'époque était aussi encore mon beau-frère. Je connais Wayne depuis mes 19 ans, j'en ai 50 aujourd'hui, et nous avons longtemps servi ensemble dans l'armée. Je lui faisais confiance pour ma vie.
À cette époque, j'aurais littéralement traversé le feu pour cet homme. Et je connais mon beau-père depuis que j'ai 20 ans. Je l'ai rencontré pour la première fois chez lui à Sydney, où je séjournais avec Wayne lors d'une de nos premières permissions militaires au milieu des années 90. Je n'ai jamais eu de véritable raison de douter de son intégrité. Ce ne sont certainement pas des gens parfaits et on pourrait leur attribuer des qualificatifs peu flatteurs, mais l'IRA n'en fait pas partie. Wayne a quitté l'armée pour rejoindre la police du Queensland au début de l'année 2001 et comme il vivait techniquement à Brisbane. Lors de sa candidature, il n'avait pas droit à une chambre en caserne à l'académie de police du Queensland, dans la banlieue d'Oxley. Cependant, une camarade de classe, Jodie, avait une maison à Inala et lui a offert une chambre libre s'il voulait y séjourner. Pendant toute la durée de leur formation de recrues, Inala est assez proche d'Oxley et Wayne, étant l'exemple parfait du gars chanceux, pensait avoir décroché le jackpot avec un logement gratuit ou pas cher pour toute la formation. Quand il est arrivé là-bas, il a dit que c'était une maison de style Queenslander, assez ordinaire, surélevée à moitié. Elle était vieille et un peu délabrée, mais avait les éléments nécessaires, un toit, un sol et des murs, suffisants pour l'héberger pendant les 9 prochains mois. Jodie a dit qu'elle venait tout juste de l'acheter à un prix dérisoire lors d'une succession. Ce qui arrive tous les jours, ce n'est vraiment pas rare. C'est ici que les choses commencent à se gâter. Wayne a dit qu'il s'était toujours senti un peu mal à l'aise dans la maison. Je ne sais pas exactement ce qui était étrange, car la description de Wayne était floue, mais cela se produisait surtout quand il était seul chez lui. Il n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt dessus au début, mais cela continuait à le déranger. Pour ajouter à l'intrigue de l'histoire, Jodie avait un petit chien de type chihuahua qui, selon Wayne, passait la majorité de son temps éveillé à se cacher sous le lit de Jodie. Tremblant de peur, de quoi a-t-il peur, me demandez-vous ? Eh bien, il semble que l'ancienne propriétaire de la maison, une petite vieille dame, n'était pas tout à fait prête à remettre toutes les clés à Jodie lors de la signature. J'ai tout de suite pensé à la scène d'ouverture du film Sauvetage fantôme avec le fantôme de la bibliothécaire au sous-sol. Il semble que mes premières pensées n'étaient pas si loin de la vérité. Sauf que ça ne s'était pas transformé en un énorme monstre effrayant avec des bras tendus et de grandes dents pourries. Pas encore. Wayne apercevait souvent cette vieille dame se déplacer librement, mais uniquement lorsqu'il était seul chez lui. Il était aussi assez évident que le chien pouvait la voir lui aussi. À ce moment-là, Wayne ne connaissait pas Jodie depuis si longtemps, pas au point d'aller la voir et de lui dire « Au fait, tu es une petite vieille dame qui rôde dans ta maison ». Il a pris son mal en patience et a tenté de passer le moins de temps possible chez lui, surtout seul. Une fois, un des camarades de classe de Wayne et Jodie est passé rapidement pendant que Wayne attrapait vite ses bongos de touch-footy et utilisait les toilettes. Le camarade, un gars, s'est assis dans le salon en attendant que Wayne ait fini et le rejoigne dans le salon. Son collègue a dit « Tu n'as pas dit que quelqu'un d'autre vivait ici aussi ? Qui est-ce la petite vieille dame ?» Wayne sentit immédiatement tout le sang quitter son visage et fit signe de la tête à son collègue de le suivre hors de la maison. Dehors, au milieu de la rue, Wayne pensait qu'il devait être hors de la propriété pour discuter de quoi que ce soit en rapport, et il poursuivit en disant « Ce n'était pas une petite vieille dame qu'il avait vue marcher dans le couloir, mais le fantôme de l'ancienne propriétaire, qui se trouvait justement être une petite vieille dame. » Cet incident en particulier a aidé Wade à se convaincre que seuls les hommes pouvaient y voir la petite vapeur errante. Même le chien était un mâle. Wayne a finalement pris Jodie à part un soir et lui a demandé si elle connaissait toute l'histoire de la maison et de l'ancienne propriétaire, ce à quoi elle a répondu « Pas vraiment ». Wayne a demandé « Est-elle morte ici ?» Jodie n'était pas sûre, mais avec son intuition policière naissante, il pensait que Jodie mentait et ne lui racontait pas toute l'histoire. Alors il a posé la question directement. Est-ce que l'endroit est connu pour être hanté ? Jodie a ri et lui a demandé s'il se sentait bien parce que ce qu'il disait lui semblait être des absurdités. Non, la maison n'est pas hantée. Il lui a demandé « As-tu déjà vu une petite vieille dame flotter dans la maison à quelques centimètres du sol ?»« Non. Bonne nuit, Wayne. Certes, rien de tout cela n'est particulièrement excitant en soi, je le sais. Mais apparemment, avec le temps, l'interaction personnelle de Wayne avec l'ancienne propriétaire s'est intensifiée. Il la voyait plus fréquemment, surtout dans sa chambre, qu'il pensait être celle de l'ancienne propriétaire. Elle a même commencé à déplacer de petits objets pendant qu'il dormait.
À la fin de leur formation, les nouvelles recrues de la police recevaient l'un des derniers objets, les bandeaux de casquettes à damier bleu et blanc. Cela se place sur la casquette traditionnelle de la police. Il faut apparemment le préparer et l'étirer avant de le poser sur la casquette de cérémonie. Comme c'était une vieille maison, Wayne n'avait pas de placard intégré, seulement une immense vieille armoire en bois à 2 portes dans sa chambre. Après avoir préparé le bandeau à carreaux comme il se doit, Wayne l'a posé sur l'armoire, à côté de sa casquette de cérémonie spéciale. Une partie du bandeau dépassait juste au-dessus des portes, tout comme la visière en cuir vernie de la casquette. Les jours suivants furent un peu flous pour Wayne et Jody, car la prise de conscience qu'ils allaient bientôt devenir flics les excitait énormément. Quelques jours avant leur cérémonie de sortie, le beau-père est arrivé de Sydney, enthousiaste et fier d'assister à la nomination officielle de Wayne comme officier et membre de la police du Queensland. Il y avait aussi une chambre libre et Jody a proposé « Restez ici au lieu de payer un hôtel ». Wayne n'en avait parlé à personne, sauf aux collègues venus, concernant la présence de l'ancien résident dans la maison. Après sa première nuit dans la maison, le beau-père avait l'air un peu perturbé au petit déjeuner le lendemain matin, et Wayne lui a demandé si tout allait bien. Wayne vit que le vieil homme n'allait pas bien et l'invita dehors au milieu de la rue. « Et papa, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as vu quelque chose cette nuit ?» Le beau-père lui raconta alors que, pendant la nuit, il avait été réveillé par quelque chose d'étrange juste à côté de sa joue. Il avait eu l'impression que quelque chose ou quelqu'un effleurait son visage lorsqu'il a ouvert les yeux. Et voilà que notre fantôme préféré, qui se promène librement, se penchait au-dessus de lui, mais effleurait très doucement sa joue du revers de ses doigts. Je ne plaisante pas, un vrai contact physique. Le beau-père est resté figé sur place, trop effrayé pour bouger, n'osant jamais fermer les yeux. Wayne a expliqué la situation et son père l'a regardé avec incrédulité. « Tu es sérieux, mec ? Merci de m'avoir prévenu. » Au fil de la journée qui passait lentement, le beau-père s'est convaincu qu'il avait dû tout imaginer. Wayne se moquait clairement de lui et le taquinait avec une blague bien orchestrée, mais surnaturelle. À cause de toute l'agitation théâtrale du matin, Wayne ne remarqua même pas que son précieux bandeau à carreaux avait disparu de sa place de choix près du défilé. La casquette posée sur l'armoire avait disparu, sans jamais réapparaître. Tous les trois ont retourné la maison de fond en comble à la recherche du bandeau, mais il n'a jamais été retrouvé. Jamais. La casquette et le bandeau de Jody étaient toujours là, intacts. La petite vieille dame préférait visiblement celui de Wayne, alors elle l'a gardé pour elle. Wayne a dû supplier pour en obtenir une autre et la préparer pour la parade du lendemain. Je ne suis pas tout à fait sûr de pourquoi Wayne et le beau-père ont décidé que ce serait une bonne idée de passer une autre nuit dans cette maison, mais ils ont tenté le coup. Il est devenu très clair qu'elle avait choisi de s'en prendre violemment à eux deux pendant la nuit, ce qui a fini par les 2 hommes adultes allongés dans le même lit, pétrifiés avec la lumière allumée. Je ne me souviens pas assez en détail de ce qui s'est exactement passé, à part que c'était vraiment grave. Mais Wayne et le beau-père étaient tous les deux d'accord qu'il était temps de foutre le camp d'ici. Ils ont pris leurs affaires et sont partis en voiture à Brisbane, logeant dans l'appartement de service où séjournait la mère de Wayne venue de Sydney pour le week-end de la parade. Ils ont tous les deux dormi par terre sans problème. Le lendemain, Wayne a défilé en tant que flic du Queensland et n'est jamais retourné dans cette maison. Tout cela est ressorti vers 2007, lorsque Wayne, sa femme et son beau-père étaient revenus fêter la naissance de notre premier enfant. Une collègue de travail de ma femme et son mari étaient également présents. D'une manière ou d'une autre, le sujet du surnaturel a été abordé. Le mari de la collègue de ma femme a annoncé qu'il était complètement passionné par ce genre de choses. Et en fait, il avait l'habitude de faire des visites de fantômes à l'ancienne prison de Boggo Road, à Dutton Park et dans d'autres endroits hantés autour de Brisbane. Il a dit que lui et sa mère avaient rendu des liens avec le monde spirituel et d'autres trucs un peu fous. Je ne l'oublierai jamais. Il s'est penché en avant et a regardé Wayne au bout de la table, puis le beau-père a dit « Pourquoi tu ne lui racontes pas ce qui vous est arrivé, à vous deux ?» Ils se sont regardés, Wayne a raconté l'histoire et le beau-père a ajouté un chapitre. Ma femme et moi sommes restés là, à écouter, incrédules. Cela venait de 2 personnes en qui j'avais une confiance totale et nous étions sidérés. Ils nous ont décrit d'autres incidents, mais je ne m'en souviens pas assez en détail pour raconter l'histoire avec précision et lui donner l'impact qu'elle mérite. À ce jour, je crois tout ce qu'ils nous ont dit.
Le beau-père a même montré à ma femme à quel point elle lui avait caressé la joue doucement cette nuit-là. Wayne et ma femme ont grandi dans la foi catholique, avec la première communion et la robe blanche. Puis Wayne a quitté la maison pour l'armée. Il était une véritable publicité ambulante pour l'athéisme, un coureur de jupons, un salaud et généralement un ivrogne fini. Après cette expérience qui a bouleversé sa vie, Wayne est désormais un chrétien pratiquant et dévoué, convaincu d'une vie après la mort. Je n'ai pas compris ça pendant plusieurs années, mais c'est assez évident. Quand j'avais 10 ans, je vivais dans un appartement numéro 304. C'était à Séoul, en Corée du Sud, jusqu'à l'âge de 12 ans, ce qui signifiait dans des appartements en Corée. Je vivais au 3e étage, dans la 4e maison à gauche. Une nuit, j'ai rêvé que je sautais à la corde devant l'appartement avec d'autres enfants lors d'une journée ensoleillée. Et un homme étrange, âgé d'une vingtaine d'années, s'est approché de moi et m'a demandé où était ma mère. J'ai ressenti une sensation étrange et j'ai eu l'intuition que je ne devais pas lui dire où elle était. Alors j'ai menti, j'ai montré la colline du doigt et j'ai dit que c'était là qu'elle était. Il est parti et il est allé dans la direction que j'avais indiquée. J'ai eu une vision de lui entrant dans la maison d'une chamane. La chamane l'a grondé, elle a commencé à le réprimander en disant « Comment oses-tu » etc. Et je l'ai vu lui crier dessus. Mais je ne pouvais pas comprendre exactement ce qui se disait parce que j'étais trop jeune. Mais elle semblait furieuse qu'il la cherche. Je ne pouvais pas voir correctement son expression faciale, mais je sentais une sensation de folie monter en lui, surtout parce que je lui avais donné de fausses informations. Soudain, tout est devenu sombre, le soleil avait disparu. Les enfants avec qui je jouais et moi, nous nous sommes retrouvés complètement seuls dans la fosse de la nuit devant notre appartement. En une seconde, j'ai eu peur, alors j'ai décidé de rentrer à la maison. J'ai essayé d'entrer par la porte principale et un fantôme est apparu et m'a claqué la porte au nez. J'ai réussi à pousser. Il y avait des fantômes qui marchaient ou flottèrent autour du rez-de-chaussée de l'immeuble. J'avais presque l'impression d'être dans un autre monde. J'ai réussi à ravaler ma peur et je suis monté les escaliers. Un étage plus haut, le panneau indiquait niveau 1, 2 étages plus haut, il indiquait niveau 2, puis 3 étages plus haut, niveau 2 à nouveau. J'ai pensé que les fantômes essayant de me piéger, j'ai esquissé un sourire en coin et je me suis dit « je ne suis pas idiot ». Alors je suis entré dans le couloir de ce que je pensais être le 3e étage où je vivais. Toutes les plaques numérotées sur les portes affichaient des chiffres aléatoires que je n'avais jamais vus. Alors j'ai fait preuve d'ingéniosité et j'ai compté de gauche à droite. J'ai ouvert la porte et une sorte de funérailles avait lieu dans ma maison. Ma mère était décédée, elle était là, mais il disait qu'elle était partie. Je me suis réveillé de ce rêve et c'est un rêve que je n'ai jamais oublié. Quelques mois après l'annonce du déménagement par papa, j'étais très excité. J'en avais envie depuis longtemps. Nous avons déménagé dans l'un des appartements, juste en face de notre ancien appartement, au 12e étage, première maison, 1201. J'étais choqué parce que je n'ai jamais oublié ce rêve. 2 ans plus tard, mes parents ont divorcé. Les disputes entre mes parents sont devenues beaucoup plus violentes et hostiles au cours de ces 2 années. Papa a aussi trompé maman. Papa est parti peu de temps après le divorce et je suis parti vivre en Australie. Je rendais visite à la Corée de temps en temps et je ne pouvais jamais aller aux toilettes porte ouverte, car j'avais toujours l'impression que des yeux me regardaient à travers l'interstice de la porte. J'ai aussi découvert que maman ressentait la même chose. Maman a fini par se lier d'amitié avec une chamane qui a commencé à passer du temps avec elle dans cette maison. C'était quand j'étais au lycée, a dit cette chamane. Il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années qui se tenait toujours dans un coin à observer ma mère. Il était épris d'elle et voulait saboter toutes les relations que ma mère pouvait avoir avec des hommes dans cette maison. Des années plus tard, j'ai vieilli et j'ai partagé mon histoire avec ma sœur, qui m'a aussi dit qu'elle avait fait un rêve similaire quand elle était plus jeune. Les fantômes poursuivaient à notre famille et nous avons couru dans une maison portant le numéro 1201. Dans mon rêve, un jeune inconnu cherchait maman. Était-ce lui, le fantôme qui l'appelait dans cette maison ? Maintenant, je sais pourquoi il se faisait gronder par la chamane dans le rêve, la vieille dame que je pensais être la chamane.
Et si elle avait été notre ancêtre, le réprimandant parce qu'il la désirait malgré tout? J'ai vu des choses, vécu d'autres, mais c'est le souvenir le plus ancien que j'ai d'un événement surnaturel. Ma maison a été construite dans une forêt entourée par la nature, exactement comme je l'aimais. Là où le silence n'était interrompu que par le bruit du vent, le bruissement des feuilles et l'appel lointain des animaux. Pendant mon séjour ici, j'ai vu beaucoup de choses étranges, dont certaines que je ne peux pas expliquer. Lors de mes promenades, il m'est parfois arrivé de croiser des personnes soi-disant perdues. J'essaie toujours de les aider. D'autres fois, des gens semblent simplement errer, cherchant sans but un endroit isolé pour mettre fin à leur précieuse vie, ainsi que d'autres choses gênantes. Comme les couples qui vont dans un coin et pensent qu'ils sont dans un endroit très isolé, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Mais une chose qui m'a toujours paru un peu étrange, ce sont les objets que l'on voit. Un ruisseau traverse le ravin derrière chez moi. Et il arrivait parfois qu'il transporte des objets étranges, des pierres d'une couleur inhabituelle, qui n'ont rien à faire dans cette région du monde. Des objets aléatoires comme des chaussures, des bouteilles, de vieux jouets, même des livres dont les pages étaient intrempées et illisibles. Pourquoi quelqu'un laisserait-il ces objets dans les bois pour que le ruisseau les transporte lentement jusqu'à chez moi? C'est alors que des choses étranges ont commencé chez moi. Des objets personnels disparaissaient en sans raison. Déodorants, chaussettes, tampons, petites choses auxquelles je faisais peu attention. Mais un jour, ma hache à bois a disparu. J'ai cherché partout, convaincu de l'avoir égarée, pour finalement la retrouver plus tard sur la tête de mon lit. Je vivais seul, personne n'était entré chez moi, et pourtant ma hache avait été posée là, délibérément, presque comme une moquerie. Et les lumières dans le ciel, ce n'étaient pas des pas des avions ni des satellites. Parfois, je les voyais se déplacer de façon erratique. D'autres fois, elles restaient immobiles dans un silence total avant de disparaître. L'expérience la plus étrange est survenue après avoir quitté la forêt. En m'installant en ville, je croyais que tout changerait. J'ai emménagé au 4e étage d'un immeuble, dans un petit appartement suffisant pour une personne. Je n'avais jamais eu besoin de colocataire. Je travaillais de nuit, n'étais à la maison que le jour et dormais quand possible. Chaque jour. À exactement 16 heures, j'entendais la fenêtre de la cuisine s'ouvrir en glissant et un léger déclic lorsque le loquet se déverrouillait, suivi du tintement inimitable de l'ornement avant. J'en avais un accroché là, mais ce n'était pas le pire. Il n'y avait pas de bruit de pas, aucun signe de mouvement, mais j'entendais toujours la poignée de porte tourner. Celle menant au couloir et aux escaliers. Comme si quelque chose était entré par la fenêtre, avait traversé silencieusement mon salon et était sorti par la porte d'entrée. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais osé vérifier. J'ai tenu 3 mois dans cet appartement, 3 longs mois sans sommeil à écouter ce bruit chaque jour, en sachant que j'étais censé être seul, jusqu'à ce que j'en ai finalement assez. J'ai fait mes valises, j'ai quitté la ville et je suis retourné une fois de plus dans la forêt où l'étrangeté m'était au moins familière. D'une certaine façon, je me sentais plus en sécurité. Salut à tous, c'est Mortis Media, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la visite de ce soir des maisons hantées, et si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires pour avoir vos retours. Je voudrais également adresser un immense merci, comme toujours, aux personnes dont vous pouvez voir les noms à l'écran. Ce sont mes membres et mécènes qui, en s'inscrivant, bénéficient de quelques avantages exclusifs supplémentaires. Par exemple, si vous souhaitez vous inscrire, cette semaine, vous recevez 3 véritables histoires effrayantes, seule la nuit que vous pouvez apprécier avant tout le monde, ainsi que d'autres avantages sympas. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est là que vous devez aller. Mais c'est tout pour moi. Restez géniaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne nuit.